suis professeur à l'Université de Sherbrooke au Québec et je travaille depuis maintenant plus de 20 ans sur la thématique de l'organisation des services, notamment dans la perspective de l'intégration et de la meilleure coordination des services, surtout pour les personnes âgées, mais pas seulement, pour toutes sortes de clientèles. Donc, on m'a invité à faire une conférence auprès de vous aujourd'hui. J'aurais aimé être là en présence. Malheureusement, en raison de la pandémie, cela n'est pas possible. Je vais vous faire une présentation en 2 temps. Un premier temps où j'exposerai, dans le fond, le pourquoi intégrer davantage les services. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai des contenus sur la thématique de comment on peut intégrer les services. Je vais tenter de rendre ça le plus pertinent possible pour le contexte français. Ce sont 2 temps de présentation qui seront séparés par une discussion que vos animateurs, vos animatrices vont animer séance tenante en présence. Alors, allons-y. D'abord, je vous rappelle quel est le sujet profond. Pourquoi parler d'intégration de services? En fait, on en parle parce qu'il y a des conditions de santé sociale ou simplement de vie qui requièrent au moins une forme intense de coordination qui sera facilitée par davantage d'intégration des services. Alors, pour un enfant qui naît par exemple avec un handicap important, ses besoins sont évolutifs tout au long de sa vie. Alors, il y aura des besoins périnataux, l'école devra jouer un rôle, les services sociaux, de santé. Évidemment, il faudra aussi soutenir ses parents qui sont des grands acteurs très importants dans la réponse à ses besoins. Plus tard, le travail, le logement. Il vieillira, ces personnes-là vieillira, ses parents vieilliront. Et c'est tout cela sans compter les hasards de la vie. Une personne qui naît avec un handicap peut aussi être malade, avoir des problèmes sociaux, etc. Donc, intégrer les services, c'est penser à l'interdépendance des besoins qui sont exprimés par cette diapo-là. Et ce faisant, c'est aussi penser à l'interdépendance des solutions à apporter. Donc, coordonner et intégrer vise à prendre en compte ces 2 interdépendances-là. Alors, pour faire ma présentation, je vais vous rappeler donc le bout de présentation qui concerne les fondements, le pourquoi. Je vous rappelle qu'on vit une époque formidable qui est caractérisée par une transition démographique importante. On vieillit, tout le monde vieillit. C'est un succès important pour l'ensemble de l'humanité et pour toutes les clientèles. Ça vient transformer un ensemble de besoins qui étaient répondus jadis d'une autre façon qu'aujourd'hui. Donc, pour le dire sur un autre ton, la transition démographique est accompagnée d'une transition épidémiologique. Pour le dire simplement, on ne meurt pas, on ne meurt plus des mêmes problèmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Ce qui caractérise les problèmes de santé et sociaux d'aujourd'hui, c'est la chronicité, c'est leur multidimensionnalité, ça s'accumule dans le temps, et c'est surtout des effets fonctionnels. En fait, il y a des maladies qui jadis étaient fatales, le cancer par exemple, qui maintenant se soigne. Ça demeure une mauvaise nouvelle que d'apprendre qu'on a cancer, bien entendu, mais on soigne beaucoup cette maladie-là, de mieux en mieux. Même chez les plus jeunes, pour les cancers pédiatriques, on parle de taux de guérison de près de 90%. Cependant, il pourra y avoir des effets fonctionnels. On pourra pas aider les gens à se guérir, mais il pourra rester des effets sur la capacité des gens à faire les activités de la vie quotidienne au jour le jour, au fil du temps. Cela explique pourquoi l'hôpital, qui est le point focal de tous les services publics depuis très longtemps, est une organisation certes importante, mais en désuétude, avec une certaine désuétude. Pourquoi? Parce que la chronicité, la multidimensionnalité et les effets fonctionnels ne peuvent pas être pris en compte avec puissance dans le contexte hospitalier. Il faut donc revoir, c'est la 3e transition, revoir conceptuellement
comment on répond aux besoins de la population. Je dirais à ce propos qu'il y a énormément d'innovations qui existent et on sait en gros quoi faire ou dans quelle direction aller. Cependant, il y a une difficulté concrète qui est celle de passer de l'innovation, de la bonne idée, à sa mise en œuvre réelle, et ça, c'est un autre défi. Un défi qui vous concerne tous et toutes dans la salle, j'en suis convaincu. Alors, quelques principes très généraux. La santé est un tout complexe, je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne revient pas là-dessus. Il est plus intéressant de travailler sur la santé que sur la maladie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut agir sur l'ensemble des besoins, pas seulement sur la manifestation pathologique de ces besoins-là. Et ce faisant, on génère de la santé, on génère de la capacité à se prendre en charge par soi-même. Ce que les gens veulent d'ailleurs. L'usager et ses proches sont les plus grands et les premiers producteurs de santé. J'imagine que dans l'audience, il y a de nombreuses professionnels. Vous jouez un rôle important, mais d'une certaine manière secondaire si on prend en compte l'ensemble des besoins de la population. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agir pour soutenir la capacité des usagers et de leurs proches à jouer ce rôle-là. Chronicité et appel des approches dites compensatrices à domicile, soutenir les gens dans leurs conditions de travail, etc. Besoins et solutions interdépendantes, je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Et, dernier principe que je veux mettre en lumière ici, il est nécessaire d'agir pas seulement sur les demandeurs, ceux qui cognent à votre porte, mais sur l'ensemble de la population, ce qui permet d'agir en amont des situations les plus lourdes, complexes, et qui auraient pu être parfois évitées. Ce schéma-là vous présente, dans le fond, les grands contributeurs les grands domaines qui contribuent à la santé ou à la maladie, si on le prend dans l'autre sens. Et vous remarquerez que le système de soins, c'est un élément important, 25%, que la biologie et la génétique, c'est aussi important. Mais quand on agrège l'environnement et les facteurs socio-économiques, près des 2/3 du poids des déterminants de la santé se trouve là. Lorsqu'on met beaucoup d'efforts sur le 25% et le 15%, c'est bien, il faut le faire, c'est bien entendu qu'il faut le faire. Mais on oublie le reste de la contribution d'importants déterminants de la santé sur lesquels il faut agir de toute façon. Alors, il y a des problèmes récurrents sur lesquels il faut agir, notamment le fait que les concepteurs des politiques publiques pensent que le fait de donner un service suffit. Le fait d'offrir une porte en postulant que si quelqu'un a un problème et que la porte existe, quelqu'un ira cogner à la porte et il y aura une réponse à son besoin. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'on sait qu'il ne fonctionne pas. En fait, cette manière de concevoir les services, elle est utile pour les gens qui ont une forte littératie, c'est-à-dire une compétence à décoder les règles, les normes qu'il faut mobiliser pour être efficace dans son action. C'est des gens qui n'ont pas de problème cognitif, qui n'ont pas de problème de transport, qui n'ont pas de problème d'isolement social, etc. Bref, ça fonctionne bien, plutôt pour les personnes jeunes et en santé, et ça ne fonctionne pas, moins bien, pour les personnes qui ont des problèmes beaucoup plus substantiels. Et comme par hasard, c'est ces personnes-là qui mobilisent le plus les ressources de l'hôpital. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut renverser la proposition et agir hors de l'hôpital. C'est pas une manière de décrier ce que fait l'hôpital. L'hôpital est très utile, mais elle n'est pas utile ou elle est moins performante pour la réponse aux besoins fonctionnels que j'ai évoqués précédemment. En fait, la pandémie le montre bien, il y a un réflexe hospitalo-centriste. Quand ça chauffe, on se replie sur l'hôpital avec beaucoup de conséquences de tout ordre. Les problèmes aigus ont la préséance sur les problèmes chroniques, ce qui a eu un effet important sur la capacité du système de santé et de services sociaux d'agir en prévention.
peu de capacité ou pas assez de capacité pour agir sur le maintien d'autonomie. Puis on est encore évidemment très, très, très loin d'avoir une approche qu'on dira restaurative. C'est peut-être un anglicisme là qui vise à augmenter, pas seulement maintenir la capacité des gens, mais augmenter leur capacité. Donc on est encore dans un mode cavalerie. Et si vous vous rappelez les films de série B de votre enfance, la cavalerie, elle arrive plutôt à la fin du film quand le problème est déjà résolu. Donc il faut renverser la logique et agir sur l'ensemble des besoins de la population. C'est ce que cette pyramide dit. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est la pyramide de Kayser. Alors, ce qu'elle montre, c'est l'ensemble, la globalité des besoins de la population. Et on voit que dans le bas de la pyramide, les besoins sont grands et on peut agir sur ces besoins-là par une action préventive. On peut agir sur ces besoins par une action sur les inégalités de santé, les déterminants de la santé. On peut soutenir les gens à agir en auto-soin. Je vous rappelle que vous, comme moi, on est les premiers producteurs de notre santé. Donc, ça nous aide. On peut être plus performant dans ce travail-là. Il y a un étage gestion des maladies. Il faut entendre ici des maladies chroniques. Hein? Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit que l'épidémiologie a changé. On vieillit, on vieillit avec plusieurs problèmes qui s'accumulent. On les soigne davantage, mais il peut rester des enjeux fonctionnels, de capacité. Et donc, on peut aider les gens à agir ici. Et au plus haut, dans la pointe, pour les situations complexes, il peut y avoir une action beaucoup plus intensive qui requerra des formes substantielles de coordination. Vous remarquez aussi qu'il y a une deuxième pyramide dans la pyramide générale, donc la pyramide des soins professionnels. On voit que les professionnels ne couvrent qu'une petite partie, c'est une partie importante, mais une petite partie des besoins de la population. Et donc, cette pyramide-là, elle est contradictoire, elle est renversée par rapport au mode de financement actuel. Pour le dire autrement, le gros de l'argent va dans la pointe de la pyramide et à la base, se fait pas beaucoup de choses. Alors évidemment, ça crée une condition instable de l'action qui explique, à mon avis, un grand nombre de problèmes. La crise que vous vivez en France actuellement dans les hôpitaux, qui est en gros la même qu'on vit au Québec, découle du fait qu'on n'arrive pas à agir en amont de la grande difficulté et que ce faisant, l'hôpital est capté pour des besoins qui trouveraient des réponses plus efficaces dans la communauté, à domicile, pour le dire simplement, notamment pour les clientèles âgées, les clientèles ayant un trouble de santé mentale, les grands malades ou les malades chroniques, l'enfance en difficulté, le handicap. Et quand je viens de nommer ces 5 groupes-là, je viens de nommer l'essentiel, dans le fond, des besoins de la population. Les autres, c'est des personnes en santé qui ont des besoins très ponctuels et pour lesquels l'hôpital est tout à fait adéquat, bien entendu. Donc, il faut renverser la proposition pour agir de manière plus solide. Donc, il faut remettre sur leurs pieds les systèmes de santé. Pour faire ça, quelques petites idées. Il faut agir, vous l'avez compris, sur les déterminants sociaux de la santé. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il faut agir surtout tout au long de la trajectoire de vie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des moments critiques là, autour de la naissance, autour du grand âge, et on sait qu'il y a des personnes qui, pour des raisons socio-économiques par exemple, ou des raisons de hasard génétique, vont devoir avoir des services tout au long de la vie. Alors, penser de trajectoire de vie requiert, par voie de conséquence, de penser de trajectoire de soins. Et donc, intégrer les services, mieux les coordonner, découle du fait qu'on a pris en compte sérieusement, sur le plan conceptuel et politique, la valeur de penser trajectoire. Donner des services saucissonnés, découpés en petits bouts, c'est efficace d'un point de vue organisationnel, c'est efficace, confortable pour les professionnels qui peuvent se focaliser sur leur domaine d'expertise, mais pour l'usager qui va avoir une trajectoire de soins, trajectoire de vie cohérente, c'est sa vie,
il s'attendra, ou elle s'attendra, à une trajectoire de soins tout aussi cohérente. Donc, intégrer les services, les coordonnées, ça renvoie à ça. Pour faire ce travail-là, alors c'est pas par chauvinisme que je vous mets à l'écran la charte d'Ottawa, c'est une charte qui a été développée par l'OMS, donc c'est une charte qui est reconnue mondialement. Elle dit qu'il faut agir plus globalement. Il faut cesser de travailler sur la pointe de la pyramide. Il faut agir beaucoup plus globalement et en synergie entre les différents contributeurs à la réponse aux besoins de la population. Il faut donc renforcer l'action des communautés, au sens anglo-saxon du terme. C'est la vie de quartier, etc. Le rôle des municipalités dans l'aménagement urbain, c'est à ça que ça réfère ici. Il faut développer les attitudes et je dirais les capacités des personnes. Puisque vous, moi, on est les premiers producteurs de santé et de bien-être, alors on peut nous aider à mieux jouer notre rôle. Quand on fait une politique publique qui vise à soutenir les proches aidants, c'est ce qu'on fait. Il faut créer des milieux favorables. Il faut non seulement soutenir les individus, et les communautés, faut-il encore que les villes soient aménagées pour permettre aux personnes handicapées, par exemple, de circuler le plus librement possible. À Montréal, on a la chance d'avoir un métro pas trop vieux, là, et pourtant il a été construit à la fin des années 60, au début des années 70, sans accès pour les personnes à faible mobilité. On est devant un système qui est inadéquat, bien entendu, et là, ils sont en train de corriger ça, donc 40 ans ou 50 ans plus tard. C'est un peu étrange. Il faut donc aussi agir sur des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. Il faut réorienter les services de santé. Et quand on parle intégrer les services, c'est ce que ça veut dire. C'est aussi les recadrer pour qu'ils puissent agir positivement dans cette perspective-là. Et il doit y avoir, c'est le petit centre au centre, là, conférer des moyens. Ça prend des ressources pour faire ça. Ça prend des médiateurs. Je vais le dire un peu autrement, ça prend des coordonnateurs de soins. On en parlera dans la deuxième partie de la présentation. Et ça prend des gens qui vont promouvoir l'idée d'une approche populationnelle, une approche globalisante, pas centrée sur les besoins cliniques découpés un par un, mais sur les besoins de l'ensemble de la population sur un territoire donné. Alors, pour faire ça, c'est des valeurs qui circulent depuis longtemps. Pour faire ça, il faut mettre moins d'efforts sur les grandes institutions que sont les hôpitaux, les EHPAD ou les équivalents, là, je ne connais pas le nom français, en santé mentale, par exemple, pour privilégier les approches domicilo-centrées. Alors, pourquoi il faut les privilégier? C'est parce qu'il n'y a rien de meilleur. Hein? Quoi d'autre? C'est vraiment... Il n'y a rien de meilleur, sauf exception. Et dans ces cas-là, bien entendu que l'EHPAD demeure une réponse tout à fait adéquate. Alors, pourquoi le domicile, c'est le premier choix? C'est d'ailleurs le nom d'une politique publique au Québec, le domicile chez soi, le premier choix. Alors, il y a quelques raisons que je voulais évoquer ici avant de faire la pause. Premier élément important, puis qui est vraiment très important, il permet aux personnes, aux usagers, d'exprimer je me reprends. Le premier choix, du point de vue des usagers, c'est de rester à domicile autant que faire se peut. Quand la sécurité est là, quand les services sont là, ils veulent rester à domicile, sauf cas d'exception. C'est le lieu de la pleine participation. Quand je suis dans mon domicile, j'ai encore des voisins qui parlent. Je croiser. Je dois sortir les poubelles, arroser les plantes, faire mon épicerie ou m'organiser pour que l'épicerie soit faite. C'est aussi la condition de la pleine mémoire, du maintien du sens et de l'activité. Et là, ce faisant, on agit sur le bas de la pyramide. Les gens demeurent actifs. Cela est positif. C'est économique. Le mode institutionnel est un mode coûteux. C'est non iatrogénique. Ça veut dire que ça ne génère pas des pertes d'autonomie conséquentes au mode d'hébergement. Et c'est une approche globalisante
qui est en phase avec tous les modèles conceptuels de la santé et du bien-être de demain. Donc, il n'y a que des avantages. Mais il y a une conséquence à cette approche domicilo-centrée. Beaucoup d'acteurs privés, publics, associatifs et familiaux vont se croiser de manière potentiellement désordonnée. Il faut donc, parce qu'on fait ce virage vers le domicile, mieux coordonner les services et idéalement les intégrer. Donc j'arrête ici mon introduction sur les fondements. Je retourne la parole aux animateurs et animatrices qui pourront faire une petite discussion avec vous. Et par la suite, je vais plus concrètement sur le comment intégrer les services. Donc, à bientôt. Voilà, donc nous aurons Monsieur Couturier tout à l'heure en visioconférence pour des soucis de dialogue et pour que ce soit un petit peu plus simple. On va recueillir vos questions par SMS, on va les traiter et puis ensuite on les posera directement à Monsieur Couturier. Alors normalement le numéro de téléphone doit s'afficher, non? Ah, si, voilà. Donc, si vous avez des questions ou des réactions, merci de les envoyer au 06 95 42 64 04. Vous pourrez aussi les envoyer à l'issue de la deuxième séquence. Au cours de la table ronde, on va essayer de les synthétiser, les ramasser, hein, parce qu'on sait que dans une grande salle, certains n'osent pas trop de poser de questions parce qu'il y a du monde, donc peut-être qu'on va recueillir encore plus de questions que d'habitude. Donc on va en faire une synthèse dans la mesure du possible. Vous avez pu noter, à vos claviers, on envoie la suite. Bonjour à tout le monde, me voilà de retour pour la deuxième partie, donc qui porte sur comment intégrer les services. Alors peut-être d'abord une première définition toute simple, j'aurais pu vous mettre des définitions plus complexes, mais je pense que celle-là elle est très parlante. Intégrer les services, c'est mettre en cohérence de façon durable et prévisible toutes les composantes du système d'intervention requis à la bonne réponse aux besoins des usagers. Le moins important ici, c'est tout, c'est-à-dire que il s'agit de mettre en musique, de coordonner les réponses publiques, privées, familiales et associatives. Intégrer se déploie sur deux plans logiques, un plan horizontal, collaboration interprofessionnelle, collaboration intersectorielle ou interorganisationnelle, et sur un plan vertical, pour le dire simplement, il faut que les décisions politiques, les décisions gestionnaires et l'intervention soient enlignées sur des principes d'action qui sont communs, et ce qui paraît plus simple à dire qu'à faire dans la vraie vie. Alors, il y a trois grandes stratégies intégratives. La première, qui est la moins coûteuse, qui est la plus simple, c'est de mettre des dispositifs de liaison. On va, par exemple, l'hôpital va nommer quelqu'un en charge de communiquer les dossiers de protection de l'enfance et au service en question. Et là-bas, il y a aussi un acteur qui va être dédié à recevoir ces demandes-là. Ils vont communiquer et représenter les deux organisations. C'est simple, c'est efficace, ça ne requiert pas des changements structurels importants, mais c'est un peu moins puissant en termes de transformation. Deuxième niveau, la coordination, où les acteurs se réunissent, partagent un certain nombre de ressources pour espérer agir de concert de manière plus efficace. En fait, ce modèle-là est plus puissant que le précédent. Il ne requiert pas des grandes réformes parce que chaque organisation demeure autonome. La pleine intégration, quant à elle, requiert des fusions, des simplifications structurelles, organisationnelles, moins d'acteurs, et donc l'attente ici, c'est que, ce faisant, il y ait davantage de continuité créée par ces fusions-là. Alors, il y a beaucoup de liaisons dans le monde hospitalier, des infirmières de liaison en France, au Québec et partout. La coordination, c'est le modèle qui a été essayé à travers les PAERPA, les MAIA, les CLIC dans le contexte français.
Et au Québec, la pleine intégration a été choisie. Elle n'a pas tous les effets attendus. C'est compliqué, hein? Quand on fusionne des grandes organisations, eh bien, on crée d'autres problèmes. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des modalités intégratives plus ou moins faciles ou plus ou moins adéquates pour votre contexte, pour vos clientèles. Peut-être dire que le contexte français est reconnu comme étant un contexte très peu intégré, avec un grand nombre d'acteurs distribués sur des territoires très variés, ce qui rend votre travail, bien entendu, plus compliqué. Le Québec est un contexte beaucoup plus simple parce qu'il a été simplifié, parce qu'il est très intégré. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne fait pas le bonheur, hein. Il y a encore d'importants défis dans le contexte québécois. Alors, je vous ai mis une petite diapo en anglais, mais c'est pas important là, de la maîtriser. Simplement vous dire, c'est ce que cette diapo-là dit, quand on met la personne au centre, la personne et sa famille, il doit y avoir une volonté d'agir sur le secteur de la santé, qui est à gauche, et qui est en vert et bleu, et sur un ensemble d'acteurs qui, de facto, du point de vue de l'usager notamment, contribuent à sa santé. Donc, pour un enfant handicapé ou qui naît avec un handicap important, alors l'éducation, l'habitation, plus tard le travail seront des acteurs importants. Donc c'est vraiment ici un modèle international qui nous invite à se focaliser sur la personne et ce faisant, il devient comme naturel que de vouloir prendre en compte l'ensemble des acteurs qui répondent à ces besoins. Alors, pour qu'il y ait intégration, il doit y avoir une force intégrative, il doit y avoir un intégrateur. En France, il n'y a pas de tel intégrateur. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été financées par EPA, Maya, etc. depuis 50 ans pour faire monter par le bas des solutions intégratives. Malheureusement, ces solutions-là sont un plafond de verre qui est assez bas, hein, puisqu'il n'y a pas ce grand coordonnateur-là. Les ARS auraient peut-être pu jouer ce rôle-là, peut-être qu'elles le jouent un peu, mais pour le moment, elles n'ont pas cette force intégrative-là qui serait requise pour agir plus fondamentalement sur l'organisation de votre système de santé et de services sociaux. Alors, je vous ai mis à l'écran des ingrédients clés. Quand on veut intégrer, que devons-nous faire? On doit penser un point d'accès unique. Et c'est pas un téléphone, hein, c'est pas un numéro de téléphone dont je parle ici. C'est vraiment un lieu où toutes les demandes convergent. Et ce lieu-là, il est intéressant parce qu'il est simple pour les professionnels puis il est simple pour les usagers, mais c'est surtout qu'il permet d'attacher des processus cliniques stables. Alors, des grandes lignes cliniques, c'est pas tout le monde a les mêmes soins, les mêmes services, mais un parcours, mais un processus, une procédure claire qui fera en sorte que la réponse aux besoins ne sera pas à la tête du client, ne sera pas dépendante de la couleur politique de la mairie, etc., ou de la sensibilité du professionnel. Parmi les éléments qui découlent de la création d'un point d'entrée unique, il y a l'évaluation standardisée des besoins. Je dirais une évaluation ici qui est globalisante et qui est fondée scientifiquement. Pas un outil administratif, mais vraiment un outil clinique centré sur les besoins et pas sur les droits. Il devrait y avoir un droit universel à la réponse aux besoins, mais pour faire ce renversement logique-là, il faut qu'il y ait une évaluation très rigoureuse des besoins. Une fois que c'est fait, fondé sur la science, ça prend une classification de ces besoins-là. Pourquoi? Ça va permettre de documenter la performance. Si on se rend compte qu'une personne est dans un groupe un profil de besoin qui n'a pas des services à la hauteur du profil attendu, bien, ça va lever une interrogation qui méritera une action de la part d'un acteur consacré à faire ce travail-là. Donc, à s'assurer que les besoins soient comblés. Ça prend des dossiers d'informations cliniques partageables, électroniques, etc. Ça prend de la gestion de cas
qui est la composante humaine de ces dispositifs-là. Ce n'est pas la seule composante humaine, mais elle est là. Elle permet... Alors, il y a des forces de standardisation, le 1, le 2, le 3, le 4. Le 5 permet, en appui et en prolongation de ces forces de standardisation-là, de singulariser la réponse aux besoins. C'est pas pour ou contre la standardisation. C'est pas un bon débat. Le bon débat, c'est qu'est-ce qui requiert de la singularisation et qu'est-ce qui requiert de la standardisation et comment faire en sorte que les deux soient cohérentes. Donc, la gestion de cas fait ça. Ça prend des plans de services individualisés, donc des outils transmissibles, partageables, cognitivement efficaces et communs à l'ensemble des acteurs concernés par la situation clinique. Ça prend des lieux de concertation entre les diverses organisations et les divers groupes professionnels. Les MAIA étaient un tel dispositif dans le contexte français. Ça prend des moments de rencontre multidisciplinaires. Ça prend de l'engagement des médecins de famille, parce que dans presque pour toutes les clientèles dont on parle aujourd'hui, le médecin de famille a toujours un rôle à jouer. Ça me permet de dire que dans un système intégré, il y a toujours 3 coordonnateurs. Hein. Il y a le médecin de famille qui coordonne le médical, il y a l'usager lui-même et les proches, et ses proches qui vont mettre en musique beaucoup de choses qui vont compenser des incohérences collectives. Et il y a le gestionnaire de cas qui s'occupera du périmédical. Et, dernier élément, un financement intégrateur. Il faut que l'argent oriente les pratiques vers les bonnes. Alors, je vous ai mis à l'écran un modèle de la qualité. Je ne vais pas tout détailler, là. C'est simplement pour vous mettre en lumière une composante essentielle de la qualité, qui est la continuité des services, qui, dans le fond, traverse l'ensemble des attributs là, sécuritaires, efficaces, centrés sur l'usager et accessibles. Mais il y a 2 valeurs transversales, qui est la continuité et l'équité. Je vais surtout parler de la continuité. C'est elle qui appelle à penser l'intégration des services. Alors, penser continuité revient à penser 3 formes de continuité. D'abord, la continuité informationnelle, qui est la plus simple. Hein. Pour être cohérent, la réponse publique, collective, doit avoir la bonne information au bon moment pour éviter que la personne répète constamment son histoire. Ça prend aussi de la continuité d'approche, qui en anglais s'appelle la management continuity. Alors, c'est 2 mots qui sont simples à traduire pour tout le monde. Là. Et vous allez voir que plus tard, le terme de gestion de cas, case management, vient de là. Alors, c'est quoi? C'est s'assurer que la réponse aux besoins soit cohérente selon les acteurs qui y répondent. Si votre grand-mère se fracture la hanche et que l'orthopédiste lui dit « Madame, vous ne marcherez jamais » et que le kiné, au contraire, travaille à la faire marcher, eh bien, on est devant un système qui est incohérent. Il y a beaucoup de cas similaires en protection de l'enfance. Si un dit ben il faut faire quelque chose auprès des parents et l'autre qui dit ben non, il faut agir plus ceci ou cela, eh bien ça peut générer de l'inefficacité, voire même du danger dans ce cas-là. Et 3e forme de continuité, ça prend de la continuité dite relationnelle. Il faut qu'il y ait une personne qui connaisse bien l'usager et qui va l'accompagner tout au long de sa trajectoire de soins. Donc une composante technique standardisante, une composante relationnelle très importante. Alors, coordonner, ça veut dire quoi? Alors, je distingue la coordination ordinaire de la coordination dédiée. Tout le monde se coordonne tout le temps. Aujourd'hui, on se voit là, à distance, par vidéo, mais tout le monde est arrivé dans la salle à peu près au même moment. Mon PowerPoint a été lancé à l'heure prévue, à quelques minutes près, etc. Donc, tout le monde se coordonne tout le temps. Et ça fonctionne assez bien. Mais pour les situations cliniques plus complexes, la coordination ordinaire peut avoir des ratés. Pourquoi? Mais il y a des acteurs, tout le monde, c'est-à-dire qui partent en vacances, qui sont en congé maladie ou de maternité, ou qui connaissent une promotion, etc. Bref, il y a toutes sortes de raisons pour fragmenter, pour briser la continuité ordinaire. C'est pourquoi que lorsqu'il y a des besoins de continuité
clinique important, qu'il doit y avoir un acteur dédié, imputable et responsable d'une telle coordination. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux niveaux logiques de la coordination, celle que tout le monde fait et celle que certains acteurs vont faire parce qu'on sait que pour telle personne, tel enfant en difficulté, un défaut de continuité aurait des conséquences majeures. Alors, les tâches du coordonnateur dédié consistent à évaluer globalement les besoins, à planifier les services, pas évaluer à la place des spécialités ou des disciplinaires, pas planifier le travail de tout le monde, mais s'assurer que les évaluations et les planifications soient insérées dans un plan d'action global, intégré. Il va s'assurer qu'il y ait une mise en œuvre de ce plan-là, avec un consentement éclairé de l'usager. Il va porter le point de vue de ce dernier dans l'ensemble du système. Il va promouvoir l'intégration des services. Parce que dans un milieu donné, il y a toujours de nouveaux acteurs, tout le temps de nouvelles organisations, de nouvelles façons de faire. Et donc, un des rôles du coordonnateur dédié, c'est de rappeler le besoin de se coordonner au-delà de la bonne volonté quotidienne dont chacun fait preuve. J'attire votre attention sur le fait que la coordination seule ne fait pas l'intégration. En France, il y a beaucoup de coordonnateurs, mais vous demeurez encore dans un système très fragmenté. Alors, cette hyper-fragmentation-là montre qu'il faut aller au-delà de la coordination multipliée. D'ailleurs, il se pourrait bien qu'en France, bientôt, c'est peut-être même déjà le cas, qu'il y ait des coordonnateurs de coordonnateurs, ce qui montrerait par l'absurde le défaut d'intégration. Alors, 5 actions fondamentales de gestion de cas, ou 5 principes qui guident l'action des gestionnaires de cas, ou des coordonnateurs. Là. Il va défendre les droits de l'usager, il va centrer l'action, la sienne et celle des collègues, sur les besoins de l'usager. C'est un acteur collaboratif, il ne donne pas d'ordre, c'est pas un donneur d'ordre, c'est un chef d'orchestre. Bon, le chef d'orchestre peut donner des ordres de temps en temps, mais c'est surtout quelqu'un qui va s'assurer que le produit global est agréable à l'oreille. Il est responsable de la bonne organisation des services, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un bon plan, mais si chacun le fait quand il veut, eh bien, peut-être que ça aura des effets négatifs sur la santé ou le bien-être de la personne. Et il sera sensible, il sera promoteur des différences culturelles de chacun. Alors, la coordination dédiée, c'est plus que de l'accompagnement. C'est un accompagnement qui est imputable. Je suis responsable que cela advienne. C'est un accompagnement qui se déroule sur une temporalité longue et sur une territorialité totale, celle de l'usager. Un enfant qui naît avec un handicap substantiel, toute sa vie, il devrait y avoir un coordonnateur dédié. Pas le même, évidemment, mais qui est quelqu'un d'imputable de tout ça. Pour un adolescent dont la schizophrénie se révèle, par exemple, à l'adolescence, au moment qu'il commence à fumer de la marijuana, eh bien, peut-être qu'il aura besoin de coordination toute sa vie, le reste de sa vie. Et pour quelqu'un qui sera en perte d'autonomie fonctionnelle en raison de son âge, eh bien, c'est à partir de 75 ans jusqu'à 90 ans qu'il aura besoin de quelqu'un. Sur la territorialité, c'est important pour vous parce que il y a plusieurs logiques territoriales dans chacune de vos villes. Et donc, le gestionnaire de cas ne doit pas être cloisonné, enfermé dans des territoires, par des limites, dans des frontières qui n'ont pas de sens d'un point de vue clinique. Et donc, d'un point de vue clinique, c'est celle de l'usager qui compte. Donc, on suivra l'usager partout où il va. Une ville pour le médecin de famille, une autre pour tel service, c'est pas grave, on le suit. Et c'est un accompagnement que je dis bivalent, c'est-à-dire que ça intéressera autant au travail qu'on fait avec l'usager et ses proches que vers le système d'intervention. Le travail du coordonnateur dédié, c'est aussi de modifier la réponse des acteurs professionnels aux besoins de la personne. Je veux aussi vous montrer la différence qu'il y a entre deux concepts qui paraissent similaires, qui sont un peu différents.
concept de continuum ou de trajectoire et le concept de parcours. Dans mon esprit, le parcours, je vais commencer par le continuum. Le continuum, dans le fond, ce sont les autoroutes. C'est l'autoroute qui conduit de Paris à Bordeaux, par exemple, et qui rend le trajet efficace. Cette efficacité-là se fait au prix de la beauté des paysages qui sont moins agréables que par les petites routes sinueuses. Et il se fait aussi au prix d'une difficile singularité. Hein? C'est pas tout le monde qui va à Bordeaux exactement. Donc, le parcours, c'est la version singularisée du cheminement que fait une personne dans le système public de santé ou public privé, etc. Et donc, il se pourrait très bien qu'il y ait des moments d'autoroute et des moments de petites routes plus agréables. L'usager choisit selon sa destination, ses préférences. Mais la valeur fondamentale de l'autoroute, du continuum, de la trajectoire, c'est que ça permet quand même l'efficacité. Je l'ai déjà fait moi-même. Je dis, tiens, je m'en vais à Bordeaux par les petites routes, là, puis je trouve ça très beau. Sauf qu'au bout de 12 heures de route, je suis plus capable et je prends l'autoroute comme tout le monde. Donc, vous voyez, c'est deux niveaux logiques différents. Il faut les articuler, il ne faut pas les opposer. Il y a, en France comme au Québec, une grande détestation de l'appellation gestion de cas. On n'aime pas le mot gestion, on n'aime pas le mot cas. Je vous dis simplement que c'est une vieille histoire qui date du retour des vétérans du Vietnam, notamment. On voit le commandant Dan du film Forrest Gump. Là. Le commandant Dan avait des besoins complexes, multiples, bio-psychosociaux. Et c'est pour cette raison-là qu'on a voulu s'intéresser à la gestion de cas avec une approche plus globalisante. En fait, c'est ce qu'appelle la notion de cas, c'est qu'elle permet de penser globalement. Un cas, comme un case management ou case study, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend la personne avec son besoin dans sa situation. En français, le bon terme serait probablement situation. Une situation, c'est l'histoire de la personne, ses préférences, ses besoins, sa physiologie, son réseau social, etc. Et gérer, ça vient d'un équivoque. En anglais, le verbe gérer, c'est to manage. Et to manage, ça veut dire quoi? Ça veut dire bricoler, inventer une solution. Donc, si on traduisait mot à mot, on dirait un gestionnaire de cas, c'est un professionnel qui est dédié à bricoler des solutions à une situation qui pose un problème. Je ne veux pas vous inviter à reprendre le terme gestion de cas, mais au moins, je voulais vous transmettre le sens profond du terme et après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Donc, je vous remercie. Je vous ai mis à l'écran des livres que j'ai écrits avec d'autres au Québec qui portent sur ces questions-là. Si ça vous tente, ils sont disponibles presque, sont vraiment pas chers. Il y a même quelques-uns de ces livres-là qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Donc, je vous remercie et j'espère que cela aura été utile pour vous et à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire. Au revoir.